Ma fille de 18 ans a eu besoin d'une opération d'urgence. J'ai demandé à mes parents de co-signer un prêt pour couvrir les frais. Ils ont refusé, disant qu'ils ne voulaient pas prendre le risque financier. Puis, quelques jours plus tard, ils sont partis pour des vacances de luxe à 14 000 $ avec ma sœur et ses 3 enfants. Je n'ai pas crié ni ne les ai confrontés. Au lieu de cela, j'ai attendu. Et 2 semaines plus tard, tout dans leur monde a commencé à s'effondrer. Ce n'était pas la première fois que je passais une nuit assise sur une chaise en plastique dur, mais c'était la première fois que je le faisais en fixant une potence de perfusion, comme si regarder fixement pouvait faire passer les minutes plus vite. Je n'arrêtais pas de serrer la mâchoire, souhaitant pouvoir avancer rapidement dans le temps. L'accident d'Isla s'est produit un jeudi. Elle portait sa ceinture de sécurité, assise sur le siège passager, mais elle a tout de même atterri aux urgences avec une fracture de la colonne vertébrale, plusieurs contusions et égratignures, et une série de phrases terrifiantes qu'aucun parent ne veut entendre à propos de son enfant. Elle est stable, m'ont-ils dit, consciente, mais quelque chose d'inquiétant est apparu sur ses scanners. Le samedi matin, nous faisions face à un nouveau terme, chirurgie. Il y avait 2 options. La première, une procédure avancée avec un taux de réussite de 98%, un faible risque de lésions nerveuses et aucune complication durable. La seconde, couverte par l'assurance, oui, mais beaucoup plus risquée. Environ 20% de chances en plus de séquelles à long terme, voire de paralysie. Je n'ai pas attendu que le chirurgien finisse d'expliquer les risques. Nous allons opter pour la première, ai-je dit immédiatement. Il a hoché la tête. C'est certainement la meilleure solution, mais la fenêtre est courte. Son inflammation est encore au point optimal. Demain nous donne la meilleure chance. Demain, c'est-à-dire dans moins de 24 heures. J'ai posé des questions sur le coup. Quand il me l'a dit, mon estomac s'est noué, mais j'ai gardé une voix stable. J'avais un plan, ou du moins je le pensais. Je suis sorti dans le couloir et j'ai appelé mes parents. Je ne m'attendais pas à des célébrations ni même à de la chaleur, mais je pensais qu'ils seraient à la hauteur. Mon père a décroché. « Salut, ma puce. Tout va bien ? Isla a besoin d'une opération. Il y a une procédure qui lui donne les meilleures chances de guérison complète, ai-je dit. Mais ce n'est pas couvert. C'est cher, et j'ai besoin d'aide. » Il y a eu une pause. « Oh, ma chérie, es-tu sûre que ce n'est pas inclus ? Ça ne semble pas correct. »« J'en suis certaine, » ai-je répondu. J'ai vérifié avec le personnel de l'hôpital. Il y a une alternative moins chère, oui, mais elle comporte beaucoup plus de risques, beaucoup plus. Puis la voix de ma mère est arrivée clairement sur le haut-parleur. As-tu vérifié 2 fois avec l'assurance ? Parfois, ils disent non au début, mais si tu insistes. Maman, ce n'est pas une erreur, ai-je interrompu. La meilleure procédure est plus récente, et elle n'est pas sur leur liste approuvée. Je dois payer la différence de ma poche. Ils n'ont rien dit. Je ne vous demande pas de vider vos économies, ai-je ajouté. Juste de m'aider à couvrir la différence pour que nous puissions réserver l'opération d'ici la fin de la journée. Ils sont prêts à opérer demain. Plus de silence. Puis mon père a toussé et a parlé. C'est juste que, le moment est vraiment mal choisi, tu sais. Ma mère a suivi, d'un ton doux et raisonnable. Tu sais, nous partons lundi. Ce complexe hôtelier n'autorise pas les annulations après la marque des 7 jours. Les vacances de 14 000 $ dans un complexe hôtelier. Celle-là. Elle a poussé un léger soupir. C'est une affaire de famille. Nous avons déjà promis aux enfants, et ta sœur attend ça depuis des mois. Isla pourrait finir paralysée, ai-je dit. Mon père a répondu, ce n'est pas juste. Tu nous mets dans une position impossible. Ce n'est pas que nous ne nous en soucions pas. On dirait un peu que si. Nous ne sommes pas médecins, a-t-il poursuivi. Peut-être que l'option la moins chère est parfaitement adéquate. Si l'assurance la couvre, c'est peut-être un signe qu'elle est assez bonne. Papa, s'il te plaît, ne me dis pas que la colonne vertébrale de ma fille est moins importante qu'une réservation d'hôtel. Je dis juste que parfois, ils essaient d'imposer ces procédures coûteuses. Je veux dire, es-tu absolument sûr que ce n'est pas une de ces choses où les hôpitaux vous vendent des services supplémentaires ? Je n'achète pas une garantie prolongée, ai-je lâché. C'est sa colonne vertébrale. Ma mère a baissé la voix. Tu es très émotive en ce moment, et je comprends ça, mais peut-être que tu devrais ralentir avant de prendre de grandes décisions financières,
surtout avec ton travail étant ce qu'il est. J'ai 2 emplois. J'ai toujours payé mes factures. J'ai aidé à payer vos factures. Ce n'est pas juste, dit-elle, semblant blessée. Tu as choisi de faire ça. Je l'ai choisi parce que je pensais que vous feriez la même chose pour moi. Eh bien, si nous avions eu plus de temps pour planifier. Il n'y a pas le temps. Un autre silence. Je vois, ai-je dit. Donc la réponse est non. Nous ne pouvons tout simplement pas, a dit ma mère doucement. Nous ne sommes pas en mesure de subir un tel choc financier en ce moment. Compris. J'ai raccroché. Je n'ai pas pleuré. Je me suis assise sur le banc devant l'hôpital, et pendant 1 minute, j'ai juste regardé un pigeon boiter sur le trottoir. Je me souviens m'être demandé s'il avait un nom, s'il avait des parents, si ses parents auraient payé pour une opération s'ils avaient pu. Puis je me suis levé, je suis retourné à l'intérieur et j'ai ouvert mon ordinateur portable. Le formulaire de prêt d'urgence n'était pas difficile. Juste long. Cliquez ici si vous acceptez le taux d'intérêt. Cliquez ici si vous acceptez les conditions. Cliquez ici si vous n'avez plus d'options. Je l'ai soumis et j'ai attendu. Approuvé, mais seulement partiellement. Sans cosignataire, je ne pouvais obtenir qu'environ 1/3 de ce dont j'avais besoin. Alors, j'ai fait quelque chose que je m'étais promis de ne plus jamais faire. J'ai rappelé mes parents. Cette fois, mon père a répondu seul. Allô? C'est moi, ai-je dit. J'ai trouvé un prêt, mais j'ai besoin d'un cosignataire pour débloquer le montant total. Vous n'auriez pas à payer 1 centime. Je m'occuperai de tout. Une autre pause. Ils aimaient beaucoup les pauses. Écoute, ta mère et moi avons parlé. Nous ne sommes pas à l'aise de mettre nos noms sur des papiers financiers en ce moment, surtout avec toute l'incertitude de nos jours. Tu veux dire l'incertitude comme la moelle épinière de ta petite fille? Ce n'est pas si simple. Si, n'est-ce pas? J'ai déjà eu un vol d'identité par le passé, a-t-il ajouté. On ne sait jamais avec les prêteurs en ligne. C'est une banque, ai-je dit sèchement. Je suis désolé, a-t-il dit. Vraiment. J'ai hoché la tête même s'il ne pouvait pas me voir. Merci quand même. J'ai de nouveau raccroché. Cette fois, je ne me suis pas assise parce que quelque chose en moi avait changé. Je n'étais plus seulement une mère en crise. J'étais une femme qui n'avait plus rien à perdre et une fille à protéger. Vous savez, ce moment où tout s'emboîte? Quand soudain toutes les petites choses étranges de votre passé s'alignent comme des pièces de puzzle, et que l'image que vous évitiez vous regarde enfin en face. Oui, c'était moi dans la salle d'attente de l'hôpital, fonctionnant au café de distributeur automatique et à la fureur, réalisant que mes parents étaient exactement ceux qu'ils avaient toujours été. Je n'avais simplement pas voulu le croire. J'avais l'habitude de dire aux gens que j'avais une famille normale. Pas parfaite, pas dramatique, juste normale. Vous savez, classe moyenne, émotionnellement constipée, adepte des vacances à petit budget et de l'agression passive. Nous avions beaucoup de règles en grandissant. Ne pas répondre. Ne pas pleurer en public. Ne pas s'attendre à des éloges pour avoir fait ce qui est juste. Cette dernière était une de leurs favorites. Mon père disait, on n'a pas de trophée pour être décent, ce qui est cocasse venant d'un homme qui m'a un jour appelé en sanglotant parce que son steak était trop cuit le jour de la fête des pères. J'étais l'aîné, le cobaye en quelque sorte. Ma sœur, Megan, est arrivée 2 ans plus tard, et à partir de ce moment-là, j'ai eu l'impression de devenir un bruit de fond pour sa présence qui volait la vedette. Elle avait les vêtements neufs, les jouets améliorés. Quand j'ai demandé pourquoi elle avait la Barbie immaculée alors que la mienne était celle à qui il manquait un pied, maman a haussé les épaules et a dit, eh bien, nous sommes dans une meilleure situation financière maintenant. Comme si 2 ans faisaient la différence d'une génération. Et en grandissant, le favoritisme n'a fait que s'accentuer. Megan a eu des cours de danse privés et une grande fête pour ses 16 ans. Moi? J'ai eu droit à un sermon sur la gratitude et un cupcake de la station-service. Pourtant, je n'ai pas protesté. Je me suis dit que peut-être que les finances s'étaient vraiment améliorées. Peut-être que c'est comme ça que ça marche de grandir. Peut-être que certains d'entre nous sont destinés à s'asseoir tranquillement sur la touche pendant que nos frères et sœurs reçoivent la version de luxe de l'enfance. Puis, à 20 ans, je suis tombé enceinte. Et soudain, je n'étais plus seulement un second rôle négligé. J'étais le récit édifiant. Mon petit ami de l'époque, le père d'Isla,
était une erreur que j'ai corrigée rapidement. Verbalement abusif, manipulateur et brisé de plus de manières qu'une seule. Quand je l'ai finalement quitté, j'ai naïvement pensé que mes parents diraient quelque chose comme « Nous sommes fiers de toi d'avoir tenu tête ». Au lieu de ça, maman m'a demandé si je comptais revenir à la maison. Quand j'ai dit non, elle a semblé visiblement soulagée. Ils n'ont offert aucune aide, pas une seule fois. Pas de babysitting, pas de questions sur comment je tenais le coup ou si je dormais. Ils sont restés sur la touche, me traitant comme si je les avais humiliés devant des gens qui ne regardaient même pas. Je travaillais aux ressources humaines pendant la semaine et je coachais des clients le week-end. Isla venait souvent avec moi au séminaire, coloriant tranquillement au fond de la salle. Elle ne s'est jamais plainte, n'a jamais demandé pourquoi grand-mère n'appelait jamais. Je pense qu'elle a compris très tôt que l'amour dans notre famille venait avec des conditions et qu'elle n'était pas la favorite. Alors, j'ai fait en sorte que ça marche. Je ne leur ai jamais demandé d'argent. Pas quand le loyer a augmenté. Pas quand Isla a eu besoin d'un appareil dentaire. Pas même pendant la grippe qui m'a mise dans un tel état que je pensais halluciner ma propre messagerie vocale. Et puis, avec le temps, les rôles se sont inversés. Après leur retraite, mes parents ont déménagé dans un appartement en copropriété avec un jacuzzi sur le toit. Papa disait que ça soulageait ses maux de dos. Maman disait que l'éclairage de la salle de bain des invités de l'ancienne maison n'était pas flatteur. J'ai commencé à les aider discrètement avec les dépenses. Quelques centaines par-ci, un complément d'hypothèque par-là. Je n'ai jamais fait le suivi. Je me suis dit que c'est ce qu'on fait pour la famille. C'est ce qu'ils auraient fait pour moi, n'est-ce pas? Faux. Meghan n'a jamais participé. Pas une seule fois. Mais ses enfants, ils ont tout eu. Des ordinateurs portables, des vacances au ski, un trampoline enterré directement dans leur jardin. Je n'ai aucune idée de qui a réellement besoin d'un trampoline encastré dans le sol, mais ils en avaient un. Puis ma grand-mère est décédée. Margaret était différente. Intelligente, directe et légèrement intimidante, surtout par sa capacité à calculer les intérêts composés sans sourciller. Elle et Isla étaient proches. Elle passait des heures à se lier d'amitié autour de plans d'investissement comme si c'était une sorte de version comptable du Monopoly. Je n'ai jamais vraiment compris, mais j'étais reconnaissante qu'elles aient cette relation et quelqu'un qui reconnaissait à quel point Isla était brillante. Quand grand-mère est morte, j'ai supposé que tout avait été laissé à mes parents. C'est en tout cas comme ça qu'ils se sont comportés. Pas de discussion sur un testament, pas de réunion de famille, juste un vague tout est réglé. Et puis soudain, ils roulaient sur l'or. Des voyages en Grèce, des sacs à main de luxe. Les enfants de Meghan ont reçu une voiture en cadeau, une toute neuve, pas un véhicule de débutant, un VUS élégant avec un énorme nœud dessus, comme tout droit sorti d'une publicité. C'est là que j'ai arrêté de les aider financièrement. Cela me semblait inutile, mais je n'ai rien dit. J'ai laissé tomber. Jusqu'à l'accident d'Isla et l'appel que j'ai passé depuis cette chambre d'hôpital. Jusqu'à ce que je leur demande de l'aide et qu'ils disent non. Et pas seulement non. Ils ont fait comme si j'étais le problème, comme si j'étais impulsive, comme si choisir l'opération la plus sûre, celle avec le taux de réussite réel, était un caprice financier que j'avais inventé entre 2 siestes traumatiques et de la paperasse. En sortant de cet appel, j'ai réalisé quelque chose que j'aurais dû voir des années auparavant. Ils n'ont pas aidé parce qu'ils s'en fichaient. Pas de la manière dont les gens prétendent s'en soucier. Pas de la manière dont les familles sont censées le faire. Ils aidaient quand ça leur faisait du bien, quand on pouvait les voir le faire, quand Meghan postait un remerciement en ligne avec des émojis scintillants. Mais moi, j'étais trop autonome, trop silencieuse, trop peu disposée à supplier. Et Isla, elle n'a jamais vraiment été la leur à leurs yeux. Pas comme les enfants de Meghan, pas comme ils voulaient que leur héritage apparaisse. Mais vous savez quoi? Isla n'a pas besoin de leur héritage. Elle a le sien. Et ils n'en font pas partie. Je pense que le pire n'était même pas le deuxième nom. C'est ce qui a suivi, ce silence de mort pendant que ma mère disait « Je suis désolée, ma chérie. » Vraiment. Mais nous ne sommes pas à l'aise de lier notre nom à quelque chose comme ça. Quelque chose comme ça. C'est-à-dire sauver leur petite fille. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas jeté mon téléphone. Je suis juste restée assise là, à regarder droit devant moi, comme si je pouvais faire apparaître de l'argent par la seule volonté. Je ne me souviens pas combien de temps je suis resté figé comme ça, mais à un moment donné, j'ai arrêté de respirer le chagrin et j'ai commencé à respirer la rage. J'avais tout fait correctement.
J'ai travaillé. J'ai économisé. Je les ai aidés quand ils en avaient besoin. Je n'ai rien demandé. Et quand j'ai demandé une chose, juste une signature, ils ne pouvaient soudainement pas prendre de risques. Mais ils pouvaient emmener 3 enfants dans un complexe tout compris où les serviettes avaient probablement leur propre majordome. Très bien. Ils voulaient que je sois la fille silencieuse et capable, celle qui ne fait pas de scène. Pas aujourd'hui. Cet après-midi-là, j'ai ouvert mon téléphone, j'ai fait défiler tous les numéros qui partageaient mon ADN et j'ai commencé à appeler tout le monde. Ça a commencé avec la mère de l'ami d'Isla du club de théâtre. Nous avions discuté une fois à l'entracte. Je ne savais même pas si elle se souvenait de moi. J'ai appelé quand même. Bonjour, c'est Hélène, la mère d'Isla. Oui, désolé d'appeler à l'improviste. Elle est à l'hôpital. Il y a eu un accident. Elle va s'en sortir, mais nous avons besoin d'une opération. La bonne. C'est cher. Je sais que c'est insensé, mais seriez-vous prête à... Je n'ai même pas pu finir la phrase qu'elle a dit oui. Et ce n'était pas seulement elle. J'ai appelé une enseignante à la retraite que je n'avais pas vue depuis des années. Elle a proposé d'envoyer ce qu'elle pouvait de sa pension. Un gars avec qui j'ai travaillé il y a 10 ans m'a envoyé $300 avec un mot qui disait juste « pour Isla ». Ne t'en fais pas, le professeur de violon d'Isla a partagé la situation dans une conversation de groupe privé. Une femme que je n'avais jamais rencontrée s'est présentée à l'hôpital avec des collations, des brosses à dents et un billet de $50 plié dans une carte de sympathie. Les gens sont sortis de nulle part. Pas la famille. Pas les gens qui m'ont élevé. Juste tout le monde. Et ce n'était pas douillet. Ce n'était pas chaleureux et réconfortant. C'était humiliant. J'ai pleuré dans les toilettes de l'hôpital après le 5e appel. Pas à cause de l'argent, mais parce que ce n'étaient pas des gens qui me devaient quoi que ce soit. Ce n'étaient pas des gens pour qui je m'étais sacrifié, pour qui j'avais couvert des factures ou que j'avais aidé pendant leur divorce. C'étaient des étrangers, et ils faisaient plus pour Isla en un après-midi que mes propres parents en 18 ans. Et cette humiliation, elle s'est transformée en carburant. Chaque appel était une rébellion. Chaque demande gênante, chaque souffle embarrassé. C'était un défi. Il voulait que je disparaisse discrètement. Je n'allais nulle part. J'ai commencé à tenir un tableur. Moitié pour suivre ce que je devrais rembourser, moitié pour m'empêcher de m'effondrer. Chaque nom était un petit doigt d'honneur aux personnes qui avaient dit non. Puis la porte s'est ouverte, et la meilleure amie d'Isla est entrée avec sa mère. Sa mère n'a pas dit un mot, m'a juste tendu une carte de crédit et a dit « limite de $20 000. Utilisez ce dont vous avez besoin. » J'ai commencé à trembler. J'ai essayé de la lui rendre, balbutiant quelque chose sur les intérêts et les échéanciers de remboursement et les limites morales. Elle m'a coupé la parole. « Vous êtes une bonne mère », a-t-elle dit. « Laissez les gens être bons avec vous. » Je ne savais même pas comment traiter ça, mais elle n'avait pas tort. L'opération a été payée. Entièrement. Attends. En espèces. J'ai signé les formulaires de consentement avec un stylo emprunté et une main tremblante. Isla est allée en chirurgie avec la meilleure équipe, les meilleures chances et la meilleure opportunité. Et toujours, pas un mot de mes parents. Sauf, bien sûr, quand ils ont découvert que les gens parlaient. Parce que voyez-vous, certaines des personnes que j'ai appelées, elles connaissaient mes parents. Elles avaient vu les photos sur Facebook, la croisière, les tenues assorties, le surclassement en suite de luxe. Et quand la nouvelle s'est répandue que ces mêmes personnes avaient refusé d'aider leur petite fille à subir une opération vitale, disons simplement que les chuchotements sont devenus bruyants. Non, je n'ai rien posté, mais quelqu'un l'a fait. Je ne sais pas qui. Peut-être l'ami d'Isla, peut-être un voisin, peut-être le karma lui-même. Tout ce que je sais, c'est que 3 jours plus tard, ma mère m'a appelé 6 fois de suite. Pas de message vocal, juste des sonneries sans fin. Mon père a texté, « Appelle-nous immédiatement ». Je ne l'ai pas fait. Je les ai laissés mariner, je les ai laissés suer. J'avais des choses plus importantes sur lesquelles me concentrer, comme garder Isla en vie et debout. Et c'est là que l'autre appel est arrivé. Pas d'un parent, pas d'un ami. D'un avocat. Une voix que je n'avais pas entendue depuis des années. Amicale, familière. « Salut, Hélène. C'est Greg, l'avocat de Margaret. J'ai entendu parler d'Isla. Je suis vraiment désolé, mais puis-je te demander quelque chose ?
J'ai dit, bien sûr, en me préparant. Votre fille a-t-elle jamais eu accès à son héritage? J'ai cligné des yeux. Quel héritage? Il y a eu une longue pause de son côté. Puis, c'est là que j'ai su que quelque chose n'allait vraiment, vraiment pas. Je ne le savais pas encore, mais cet appel a été la fissure qui a tout fait éclater. Et ce que j'ai découvert en dessous m'a fait réaliser que mes parents ne m'avaient pas seulement laissé tomber. Ils avaient trahi ma fille de la pire manière imaginable. 2 semaines après l'opération, je me tenais de l'autre côté de la rue de la maison de mes parents, tenant l'enveloppe qui allait ruiner leur semaine et peut-être leur vie. C'était en début de soirée. Le soleil était assez bas pour m'aveugler à travers le pare-brise, mais je n'ai pas baissé le pare-soleil. J'aimais la piqûre dans mes yeux. Ça m'empêchait de trop réfléchir. Ou peut-être que ça me distrayait simplement de la nausée de Bagdad qui avait élu domicile permanent dans mes entrailles depuis l'appel avec Greg. Ils devaient rentrer de leur croisière ce jour-là, une escapade côtière raffinée de 11 jours avec service de majordome et dégustation de vin au coucher du soleil. J'ai suivi le vol de retour comme s'il s'agissait d'un lancement de la NASA. Isla était assise à côté de moi sur le siège passager, ses jambes toujours immobilisées, des écouteurs dans les oreilles, faisant défiler quelque chose d'insignifiant. Elle ne posait pas de questions. Elle savait pourquoi nous étions là. Je ne veux pas leur parler, a-t-elle dit. Tu n'auras pas à le faire, ai-je répondu. Elle a hoché la tête, puis a marmonné, bien, et est retournée à ce qu'elle regardait. 10 minutes plus tard, leur voiture s'est garée. Ma mère est sortie dans une robe de villégiature blanche et fluide, le genre de chose qui crie « Je passe de meilleures vacances que vous ». Mon père a suivi, tirant une valise qui coûtait probablement plus cher que notre réfrigérateur. Aucun d'eux ne nous a vus jusqu'à ce que j'ouvre ma portière. Ma mère s'est figée. J'ai traversé la rue avec l'enveloppe à la main, mes talons crissant sur leur allée de gravier parfaite. « Qu'est-ce que c'est » a-t-elle demandé, déjà méfiante. J'ai souri, mais ce n'était pas le genre de sourire qui atteint les yeux. Vous avez été assigné à comparaître. Elle a regardé fixement. Mon père, qui tripotait la serrure du coffre, a levé les yeux. Son regard est tombé sur l'enveloppe. Tu plaisantes, a-t-il dit, mais sa voix s'est brisée à mi-phrase. Je n'ai rien dit d'autre, je me suis juste retourné et je suis retourné à la voiture. Derrière moi, j'ai entendu ma mère hurler mon nom. Mon père a dit quelque chose aussi. Je pense que c'était « Attends, ou tu n'as pas à faire ça ». Mais si. Je le devais. Le premier appel téléphonique avec Greg tournait en boucle dans ma tête comme un message vocal de l'enfer. Que veux-tu dire par Isla n'a pas reçu l'héritage, avait-il demandé, comme si je venais de lui dire que le soleil avait cessé de fonctionner. Je veux dire, ai-je dit, mes parents ont tout eu. La maison, les actions, la collection de pièces anciennes que personne n'aimait mais que grand-mère jurait qu'elles vaudraient quelque chose. Greg est resté silencieux un instant. Hélène, ça n'a aucun sens. Margaret a tout laissé à Isla. Je le sais. J'ai rédigé le testament. Je suis resté assise là, agrippant mon téléphone comme s'il pouvait se transformer en cendre. Quoi, ai-je finalement dit. Tout était dans une fiducie. Vos parents n'étaient que des fiduciaires. Cela devait être remis à Isla lorsqu'elle aurait 18 ans. Elle a eu 18 ans il y a des mois. Greg a juré à voix basse. Ils n'ont jamais prévenu la banque, jamais déposé les documents de transfert, rien. Alors, ils l'ont simplement gardé. Oui, a-t-il dit. Ce n'est pas seulement contraire à l'éthique. C'est du vol. Elle est une adulte légale. Cet argent n'a jamais été le leur. Et c'est là que l'image est finalement devenue claire. Tout. Les voyages, la rénovation de la nouvelle cuisine, la façon dont ils avaient soudainement cessé d'avoir besoin d'aide pour l'hypothèque. La façon dont ils avaient commencé à gâter les enfants de ma sœur comme s'ils étaient de la royauté. Ils n'avaient pas seulement manqué d'aider Isla. Ils ont utilisé son argent pour s'acheter une vie meilleure et n'ont jamais dit un mot. Cette nuit-là, j'ai tout dit à Isla. Je m'attendais à des larmes ou à de la rage ou à de l'incrédulité. Ce que j'ai eu était pire. Le silence. Elle a écouté, les bras croisés, le visage vide, comme si j'avais court-circuité sa capacité à ressentir quoi que ce soit. Il disait qu'il m'aimait, a-t-elle finalement dit, sa voix plate. Tous ces dîners du dimanche, les livres que grand-mère me donnait, les jeux de maths stupides auxquels elle jouait. Je sais, ai-je murmuré. Ils ne me l'ont même pas dit. Ils l'ont juste pris.
J'ai hoché la tête. Je ne me faisais pas confiance pour parler. Elle a baissé les yeux sur ses genoux, a tiré sur un fil lâche de son sweat à capuche. « On peut faire quelque chose ?» a-t-elle demandé. « Oui », ai-je dit. « On peut. » J'ai appelé Greg le lendemain matin. Il nous a tout expliqué. Il y aurait de la paperasse, des procédures, peut-être même un procès. Isla a écouté attentivement. « Je veux le revoir », a-t-elle dit. « Tu l'auras », a promis Greg. « Et je veux qu'ils en répondent. » Il m'a regardé, puis l'a regardé à nouveau. « En es-tu sûr ? Une fois que cela commence, ça ne s'arrête pas. » Isla n'a pas hésité. Ils ont fait des choix. Moi aussi. Les jours suivants ont été un tourbillon de paperasse, d'appels, de signatures et de séances de stratégie. Greg n'était pas seulement un bon avocat, c'était un limier avec un diplôme de droit et une vendetta. Apparemment, il avait adoré ma grand-mère. Ils se sont attaqués à la mauvaise fille, m'a-t-il dit une fois, les yeux plissés. Il m'a fallu toute ma volonté pour ne pas pleurer à ce moment-là car, pour la première fois depuis des semaines, quelqu'un voyait Isla comme plus qu'un problème à ignorer. Il la voyait comme quelqu'un pour qui il valait la peine de se battre. Et moi aussi. Surtout maintenant. Parce que ce n'était pas seulement une question d'argent ou même de trahison. C'était à propos de ce qui avait failli arriver. Ce qui aurait pu arriver. Parce que mes parents ne pouvaient pas se donner la peine de dire la vérité. Parce qu'ils accordaient plus de valeur aux croisières de luxe et aux droits de vantardise sur Instagram qu'à une fille qui leur avait un jour fabriqué des tasses meilleur grand-père du monde à l'école primaire. Eh bien, maintenant ils vont rencontrer la mère la plus en colère du monde. Et cette fois, je ne demandais pas. Je venais chercher tout ce qu'ils devaient. Plusieurs mois après que nous leur ayons remis cette lettre, le procès civil a finalement commencé. Isla n'a pas scié. Je ne l'ai jamais vu aussi calme. Ses mains étaient stables. Sa mâchoire était serrée. Ses yeux étaient assez perçants pour couper à travers le béton. Cette salle d'audience ne l'intimidait pas. C'était une ligne d'arrivée. Pendant ce temps, mes parents se sont présentés avec un avocat qui avait l'air d'être payé à la syllabe. Il souriait trop et utilisait des expressions comme legs disproportionnés et capacités testamentaires douteuses. Traduction, il soutenait que le testament était injuste, que grand-mère était probablement confuse et qu'Isla n'avait rien à faire en tant qu'unique héritière. Bel essai. Greg, notre avocat et ami de longue date de grand-mère, n'a même pas sourcillé. Il avait des relevés bancaires, des journaux de transactions et le testament original notarié. Il avait même des copies datées des emails que grand-mère lui avait envoyés, disant qu'Isla lui rappelait elle-même. L'un d'eux se terminait par « C'est la seule qui écoute quand je parle d'intérêts composés ». Rien que ça mérite une fortune. Leur avocat a changé de tactique. Peut-être que les parents gardaient juste l'argent temporairement, a-t-il argué. Elle venait d'avoir 18 ans. Greg n'a même pas élevé la voix. Il a juste demandé pourquoi ils n'avaient rien dit. Pourquoi ils avaient déjà vidé une partie des fonds pour des croisières, des cadeaux de voitures et des week-ends au spa. Pourquoi il n'y avait aucune trace de tentative de transférer l'argent à Isla ou même de l'informer de son existence. Le juge a demandé le silence à 2 reprises. Une fois parce que mes parents se chuchotaient furieusement. Et une fois parce qu'Isla a ri doucement sous cape. Puis le verdict est tombé. Il devait rembourser jusqu'au dernier centime de ce qui revenait de droit à Isla. Le tribunal a jugé qu'ils avaient manqué à leur devoir fiduciaire et détourné les fonds. Ils n'avaient aucune base légale ou morale pour garder l'argent. Sauf que, surprise, ils ne l'avaient plus. Ils en avaient dépensé une part substantielle, pas la majorité, mais assez pour que leurs actifs actuels ne puissent pas le couvrir. Le tribunal a tout saisi, la maison, la voiture, les comptes de retraite, une propriété de vacances, une soi-disant collection d'art dont ma mère se vantait, même le collier de perles qu'elle m'avait dit un jour que je ne serais jamais assez chic pour en hériter. Ils se sont retrouvés dans une location exiguë près d'une autoroute, le genre d'endroit où l'on n'ouvre pas les fenêtres si l'on veut dormir toute la nuit. La famille élargie a coupé les ponts. Les amis ont disparu. Ils ne s'étaient toujours pas excusés. Ils ont ruiné la famille, aurait dit ma mère à un voisin qui lui demandait pourquoi ils vendaient leurs meubles sur Facebook Marketplace. Isla était silencieuse après. Pas festive, juste claire, résolue. Ils n'ont pas seulement volé de l'argent, a-t-elle dit un soir, fixant le mur comme s'ils l'avaient trahi aussi. Ils ont risqué ma vie, et ils agissent toujours comme si c'était à moi de passer à autre chose. Je n'ai pas discuté.
Elle avait raison. Une semaine plus tard, elle a donné le feu vert à Greg pour engager des poursuites pénales. Il a hoché la tête une seule fois. Ce ne sera pas facile, a-t-il dit. J'ai déjà parcouru des chemins plus difficiles, a répondu Isla. À ma grande surprise, l'affaire pénale a progressé plus rapidement que je ne l'avais prévu. Peut-être qu'elle a pris de l'ampleur parce que quelqu'un a divulgué une partie du résumé de l'affaire civile et que les médias s'en sont emparés. Ou peut-être que le procureur s'en souciait vraiment. Ou peut-être que c'était juste une semaine rare où la justice était de bonne humeur. Leur nouvel avocat n'était pas moins dramatique que le précédent. Bruyant, hors de prix et de plus en plus frénétique. Je me suis demandé comment ils pouvaient même se le permettre. Ils ont pointé du doigt dans toutes les directions, grand-mère, le système financier, la banque, les pressions de la retraite. À un moment donné, ils ont même essayé la défense du « nous pensions qu'elle le gaspillerait », ce qui a valu un roulement d'yeux très visible du juge. Le verdict est tombé, coupable. Vol financier, manquement aux devoirs fiduciaires, tromperie impliquant un héritier illégal. En raison de leur âge et du fait que le crime n'était pas violent, le juge les a condamnés à 1 an de probation et de travaux d'intérêt général. Au lieu de profiter des couchers de soleil à Santorin, ils ramassaient maintenant des ordures et organisaient des documents dans les bureaux de la ville. Des photos ont circulé en ligne, ma mère dans un gilet orange fluo, faisant la grimace à un emballage de fast-food comme s'il l'avait personnellement insulté, mon père l'air impuissant, un balai à la main. Nous n'avons pas partagé les images, mais nous les avons certainement vues. Puis Greg a de nouveau appelé. « Êtes-vous assise ?» a-t-il demandé. Il s'est avéré que mes parents avaient tenté de déplacer une somme importante depuis des comptes qu'ils n'avaient pas déclarés lors du procès civil, en acheminant l'argent vers une plateforme offshore au nom de ma tante. Il y avait une piste numérique qui menait directement à eux. C'est une violation claire de l'ordonnance du tribunal, a déclaré Greg. Nous déposons une nouvelle plainte. Le deuxième procès n'a pas traîné. Fraude, intention de dissimuler des actifs, tentative d'éviter le remboursement. Cette fois, ils sont venus au tribunal vêtus des mêmes tenues qu'ils portaient pour les travaux d'intérêt général. Pour une fois, ma mère n'a rien dit. Mon père n'a regardé personne. Même leur avocat a gardé une expression plate. Le juge les a condamnés à 1 an de prison ferme. Pas de sursis, pas de négociation de plaidoyer, pas d'échappatoire. Ils ont été menottés devant nous et escortés hors de la salle d'audience. Personne ne s'est levé. Personne n'a objecté. Personne n'a versé une larme. Je n'ai pas ressenti de triomphe. J'ai ressenti la justice. Et autre chose. Quelque chose de plus doux. Le soulagement. Isla a finalement reçu le reste de son héritage. Ce n'était pas le montant total, mais c'était quand même suffisant pour changer sa vie. Elle a réglé ses dettes médicales, mis de côté des fonds pour l'université, puis, sans même me consulter, a ouvert un compte d'investissement. Elle l'a appelé le projet composé, un hommage silencieux à grand-mère. Je lui ai demandé si elle comptait utiliser l'argent bientôt. Elle a souri et a dit, ce n'est pas pour maintenant. C'est pour quelque chose de bien plus tard. Quand les documents finaux sont arrivés, elle s'est occupée elle-même du classement. Elle a ajouté une seule ligne manuscrite au dossier, certaines personnes ne méritent pas le pardon, juste des conséquences. Je n'ai pas écrit un mot en réponse. J'ai seulement hoché la tête. Trop loin ou juste assez loin? Dites-le moi. Quoi qu'il en soit, abonnez-vous, sonnez la cloche et restez à l'écoute.